Les débats s'engagèrent donc devant cette cour criminelle formée de 5 membres. Un président, magistrat à Dakar, qui avait été détaché à Tananarive pour la circonstance, Monsieur Laguet, 2 magistrats, assesseurs, conseillers à la cour d'appel de Dakar eux aussi, et 2 civils. Après ce conseil de l'instruction, les incidents étaient inévitables. Le premier, bien entendu, éclata le premier jour lorsqu'à l'appel de Rakotandrabé, le procureur général Luciardi présenta à la cour l'acte de décès du fusillé en la priant de déclarer par voie de conséquence l'action publique éteinte en ce qui le concernait. Cela pouvait paraître à des esprits non avertis la chose la plus normale du monde, mais quand on savait comment ce décès était intervenu, quand on avait des lois et des principes judiciaires et juridiques quelques soucis, il y avait de quoi tonner. La défense tonna. La cour prit alors le parti que prennent les juges quand ils savent qu'il n'y a pas de quoi être fier. Elle laissa tonner. Et le président Laguet exposa qu'on devait en effet déplorer qu'un accusé fût absent des débats. On passa ensuite à un autre exercice. Au nom des 3 députés Razeta, Ravoangui et Rabemanandjara, des conclusions demandèrent que soient déclarées nulles les poursuites engagées contre eux postérieurement au débat de levée d'immunité, au cours duquel il n'avait été question que d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le problème soulevé était simple. Il s'agissait de savoir si l'Assemblée disposait du droit de limiter une poursuite qu'elle autorisait contre un de ses membres. Lorsqu'elle s'était prononcée sur le cas de ses collègues, il n'était pas question de reprocher à ceux-ci les crimes passibles de mort, de provocation et instigation à des réunions séditieuses ayant abouti au pillage et de complicité d'assassinat. C'est pourquoi la défense soutenait que ces 2 inculpations devaient être déclarées nulles. À quoi le procureur général Luciardi répondait en invoquant un télégramme du 5 décembre 1947 par lequel le ministre de la France d'Outre-mer l'avait autorisé à étendre les poursuites initiales sans qu'il soit besoin de solliciter une nouvelle autorisation de l'Assemblée nationale. La cour criminelle rejeta gaillardement ces conclusions. Et comme les députés avaient aussitôt formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, il fut déclaré qu'il n'était pas suspensif, autrement dit qu'il n'empêchait nullement la suite du procès. Il y eut donc aussitôt les interrogatoires, à la faveur desquels messieurs Razeta, Ravoangui et Rabemanandjara livrèrent chacun une longue déclaration dans laquelle ils exposaient ce qu'avait été leur vie politique et leur programme à l'endroit de Madagascar. Sans doute avait-il varié selon le contexte des événements, mais d'une façon générale, ils proclamaient bien volontiers qu'ils avaient toujours milité pour une émancipation du peuple malgache. Cela avait d'ailleurs valu aux 2 premiers de connaître déjà les tribunaux. En 1916, Ravoangui, alors jeune étudiant, militait au sein d'une société appelée VVS, au but philosophique, mais dans laquelle on avait vu déjà une secte dont les adhérents méditaient d'expulser les Français et d'établir un gouvernement malgache autonome. Ils ont tenu, disait déjà à cette époque un arrêt rendu contre eux le 25 mars 1916, des réunions dans lesquelles l'heure de la révolte a été agitée. La question des armes et des munitions a été traitée. L'attitude à observer à l'égard des étrangers a été discutée. Les conseils à donner le cas échéant aux tirailleurs affiliés et appelés à combattre les gens du Sud, supposés révoltés contre la France, ont été soumis à examen. Ils ont fait appel à la presse, et dans les journaux malgaches, dont les titres étaient des symboles, ils ont semé d'une manière aussi perfide qu'opérante leur idée de révolte. Ils avaient donc été condamnés à des peines de travaux forcés. Mais en 1922, tout fut amnistié. Cela n'empêcha pas malgré tout des brimades diverses, car des hommes comme Razeta, Ravoangui ou le conseiller de la République Jules Ranévo ne s'étaient point pour sûr retirés sous leur tente. Ils avaient avec constance poursuivi une existence militante, dénonçant les exactions, les persécutions incessantes, le régime de surexploitation raciste. En faisant tout cela, ils avaient aussi beaucoup parlé et beaucoup écrit. Et dans leurs propos, il y avait à n'en pas douter des accents de nationalisme. À ces exercices, ils gagnèrent essentiellement des déboires. Et les déboires, quand ils se nomment internement, condamnation, assignation,
mesures d'éloignement, contribuent à renforcer les convictions. On pouvait aussi relever dans leur ligne de conduite des variantes, des zigzags dont on n'allait pas manquer de leur faire grief. Ainsi, à titre d'exemple, retiendra-t-on à propos de l'Union française que M. Razetta avait dit devant M. Vincent Auriol, président de l'Assemblée constituante, « Nous y entrerons les yeux fermés ». Or, Rabé Manandjara, le Benjamin des députés, écrivait en 1946 « Nous n'acceptons pas de faire les frais d'une nouvelle imposture. L'on ne trompe plus ceux à qui on a fait perdre la foi. L'Union française ne manque pas de poésie, mais la légende du Père Noël a aussi sa grâce, les contes d'Andersen, leur charme. » À vrai dire, la position des parlementaires était délicate. Il n'était pas question de nier leur aspiration à l'indépendance, de nier non plus et surtout les critiques souvent rudes contre une administration coloniale qu'ils avaient combattue toute leur vie. Il leur fallait de la même manière dénoncer les excès de toutes sortes, ce travail forcé qu'ils avaient connu et qui n'avait été aboli que depuis peu, les exigences de l'office du riz réquisitionnant de telle quantité que le petit cultivateur malgache était obligé de s'en procurer à 9 ou 10 francs le kilo, au marché noir, pour le livrer à l'office qui l'achetait à 1 franc 25. En somme, il leur fallait dresser un réquisitoire contre un système en laissant entendre qu'il y avait largement là de quoi justifier les colères du désespoir, et en même temps soutenir qu'ils avaient eu encore assez de patience pour dominer ce désespoir et assurer que les chemins de la légalité suffisaient pour parvenir à une solution juste. Ils purent se faire écouter. Lorsqu'ils eurent parlé, il se passa ce qui se passera dans bien d'autres procès de ce genre. Le président prit la parole pour faire le point. Il souligna les variations politiques des députés qui, successivement, avaient demandé le statut de département français, puis l'indépendance, pour finalement se dire en faveur du statut d'État associé dans le cadre de l'Union française, et termina par cette adresse. Les députés de ce pays, les champions de l'indépendance, à vous les créateurs et les organisateurs du mouvement démocratique pour la rénovation malgache, et qui, par conséquent, à ce titre, assumiez la responsabilité morale de la conduite des membres de ce parti, je vous dis qu'il y a relation de cause à effet entre votre attitude politique et les incidents du 29 mars. Cette relation de cause à effet ne constitue pas une charge, je m'empresse de vous le dire. Mais elle constitue de toute évidence une ambiance sur laquelle vous n'avez donné jusqu'à présent aucune explication suffisante et qu'il faut vous hâter de dissiper. Ravo Angui, Razetta et Rabé Manandjara, au seuil de vos explications, avant en quelque sorte que le dossier soit ouvert, elles pèsent lourdement sur vous. Ils répondirent qu'eux et le MDRM avaient tout ignoré de la rébellion qui se tramait, que la politique de leur mouvement comme la leur avait toujours été de calme et de modération, et que si la violence avait pu se déchaîner malgré eux, la faute en incombait à l'administration, à ses provocations, à ses brimades. N'en trouvait-on pas un commencement d'illustration en constatant que les troubles avaient été déclenchés dans les régions les plus déshéritées? Ils firent aussi entendre qu'une provocation n'était pas à exclure, et l'on remarqua qu'à plusieurs reprises ils eurent des mots durs pour condamner les émeutes et les émeutiers, comme pour flétrir les sociétés secrètes avec lesquelles ils n'avaient rien à voir, et qui portaient, seuls, la lourde responsabilité des actes dont on voulait aujourd'hui charger les maîtres du MDRM. Ils firent valoir encore sur le plan de la discussion des charges, non plus morales mais matérielles, que leur télégramme du 27 mars avait bel et bien été un appel au calme, puisque dans certaines régions, les destinataires de ce texte avaient répondu aux dirigeants du mouvement pour les remercier d'avoir ainsi été mis en garde contre les manœuvres adversaires, et d'avoir pu ainsi éviter les troubles. Enfin, M. Razetta ajouta un argument personnel qui lui semblait de bon sens. Ne s'était-il pas laissé arrêter en France, alors qu'il savait depuis longtemps de quoi il retournait, et qu'il aurait pu, s'il s'était senti coupable, fuir facilement à la faveur de son immunité parlementaire? Les autres accusés exposèrent avec minutie les conditions dans lesquelles ils avaient consenti des aveux aujourd'hui rétractés. Les précisions apportées, les témoignages, les éléments de preuve fournis par la défense ne pouvaient laisser de doute sur la réalité des méthodes employées par la sûreté de Tananarive.
Or ces aveux étaient à l'origine de tout, puisque c'est en s'appuyant sur eux qu'on avait pu dire que le télégramme du 27 mars, sous les apparences d'un appel au calme, constituait en réalité le signal des révoltes. Cette preuve devenue dès lors sujette à caution, le hasard vint servir l'accusation. Le 27 août 1948, le procureur général annonça qu'il détenait des éléments nouveaux. 2 cahiers écrits en malgache, retrouvés au pied d'un arbre, et tenus par un petit chef rebelle de la région de Moramanga, nommé Randrianarison, qui venait d'être arrêté dans la forêt. Sans désemparer, il fut décidé d'entendre Randrianarison, et celui-ci, que la sûreté avait déjà interrogé, déclara que le député Ravoangui était venu lui-même à Moramanga, quelques jours avant le déclenchement des émeutes du 29 mars. Que valait dans l'immédiat cette révélation que 16 mois d'enquête n'avaient pas permis de découvrir? Que valait le témoin lui-même, sous le coup de poursuite, et qui avait réussi à tenir la brousse pendant 1 an? Par la suite, lui aussi se rétractera, et déclarera par écrit que sa déposition au procès des parlementaires lui avait été dictée par la police, qu'il n'avait pas eu la force de résister aux pressions et aux violences. Pour l'heure, on n'en était pas là, et Randrianarison avait brusquement pris figure de témoin capital. À tel point que le procureur général allait requérir un supplément d'informations afin de faire rechercher dans quelles conditions avaient été découverts les cahiers, et surtout d'établir ce qu'il en était de ce voyage de Ravoangui dans la ville d'où allait partir la révolte. À cela, la défense riposta par des conclusions, demandant la jonction de toutes les affaires concernant les émeutes, puisqu'on en arrivait à cette situation que les témoins du procès des parlementaires étaient cherchés parmi des hommes eux-mêmes engagés dans l'émeute, sous le coup de poursuite, ou déjà jugés, mais par d'autres juridictions. Pourtant ne s'agissait-il pas des acteurs et complices d'une même infraction, tous connus et appréhendés? Ne fallait-il pas, pour aboutir à une vérité, réunir tout le monde sur le même plan? Et du même coup, les avocats conclurent en outre à la mise en liberté de leurs clients, en attendant la reprise des débats. La cour criminelle délibéra 24 heures, fit droit à la demande du procureur général et rejeta les conclusions de la défense. Alors, accusés et avocats décidèrent de se taire, car, écrira plus tard maître Stibbe, « Les méthodes employées par le parquet sont selon nous révélatrices de l'atmosphère de cette affaire. » Dans ce qui se passa ensuite, tout ne fut pas cependant défavorable au MDRM. La plupart des témoins cités initialement par l'accusation continuèrent en effet à rétracter les déclarations qu'ils avaient signées et qui nourrissaient jusque-là le dossier. Ils expliquèrent aussi que le jeu des agents de la fameuse société secrète Gina avait cherché à jeter la confusion et à obtenir des ralliements en se faisant passer pour des envoyés du bureau politique du MDRM, alors qu'ils n'agissaient que sur les directives de Rakotondrabe et de Ravelonaina, artisans effectifs de la sédition. Cependant, le procès n'en avait pas moins pris un nouveau tour. Depuis l'affirmation par Randrianarison d'un voyage du député Ravoangui à Moramanga, voyage dans lequel on pouvait trouver une charge autrement précise que dans le télégramme, l'accusation tenait un nouveau cheval de bataille. C'est ainsi que le directeur de la sûreté Baron, lorsqu'il déposa, déclara avoir connu dès le 30 mars la réalité de ce voyage, ce qui, exposait-il, avait renforcé sa conviction de culpabilité du MDRM et de ses dirigeants. Comme malgré tout il n'avait jamais fait état de cet élément capital quand il avait entendu Ravoangui, il précisa que la raison en était dans l'absence de preuves formelles de ce fait à cette époque. Il disait aussi, pour détruire un argument des défenseurs et des accusés, que si l'émeute n'avait pas été déclenchée à Tananarive le 29 mars, c'est parce qu'elle devait être relancée le 31 par Solofo, fils de Ravelonaina, en qui les députés du MDRM voyaient, eux, un agent de la police. De tous ceux dont on parlait ainsi, Ravelonaina était l'un des derniers à demeurer introuvable. Or voici qu'un soir, à l'heure de lever l'audience, la nouvelle de son arrestation parvint à la cour. Les débats touchaient alors à leur fin, et le hasard encore se mettait au service de l'accusation. Sur le champ, il fut décidé de recueillir les propos de cet homme.
Du côté des accusés, mais ceux-ci désormais jouaient les figurants, Ravelo Naina avait été dans l'affaire l'alter ego de Rakoton Drabé. Une fois encore, le témoin avait préalablement donné ses explications à la sûreté et risqué de fort précises déclarations. Il entendait les renouveler devant la cour criminelle. Il l'entendait tellement qu'il pria le président de les lui relire, car, disait-il, il craignait par un récit spontané d'oublier des choses importantes. Il fut, comme prévu, accablant pour les parlementaires. Sans doute, disait-il en substance, il n'avait pas lui-même la confiance des dirigeants du MDRM. Mais Rakoton Drabé, lui, l'avait. Au reste, dans la rébellion, tous les partis et sociétés malgaches avaient agi de concert. Autant le Parti démocratique malgache, PDM, que la Panama, la JINA et le MDRM. Mais surtout, il confirmait en la précisant la déclaration de Randrian Harrison sur le voyage de Ravoangi à Moramanga. Il assurait avoir transporté le député dans sa voiture personnelle au cours de la nuit du 24 au 25 mars. Amateur de petits faits vrais, cher à Stendhal, il prenait le soin d'ajouter que, pour cela, il avait dû emprunter des pneus. Il indiqua encore que Rakoton Drabé et quelques autres avaient été du même voyage. Témoignage capital, et que le procureur général Lucciardi ne manqua pas d'exploiter dans son réquisitoire. Ainsi, devait déclarer ce magistrat, dans la nuit du 24 au 25 mars 1947, Ravoangi, en compagnie de diverses personnes, dont Ravelo Naina, s'y rendra à son tour, à Moramanga, en automobile, et frappera-t-il à la porte de Razafin Drabé Victorien, le chef local du MDRM. Le personnage devait devenir par la suite maréchal des troupes rebelles. À un groupe de partisans qu'on était allé chercher en voiture sur le champ et que l'on avait conduit dans une maison en ruine à quelques kilomètres de la ville, Ravoangi donna les ordres suivants. Razafin Drabé, vous n'irez pas à l'assemblée provinciale de Tananarive, car votre présence ici est indispensable. La révolte éclatera dans tout Madagascar le 29 mars à minuit. À quoi Ravelo Naina ajouta: le député Razeta s'est entendu à Paris avec une puissance étrangère, qui, dans les 3 jours qui suivront le déclenchement de la révolte, vous apportera son concours. Cette vérité fut acceptée. Elle aurait pu être discutée et contestée aussitôt si la défense et les accusés avaient fait entendre leur voix. Ceux-ci avaient depuis longtemps avancé l'hypothèse que Ravelo Naina avait, avec la police, de vieilles accointances. Un témoin se trouva pour en apporter une preuve. C'était un vieux colon de Madagascar, Monsieur Gay, habitant Tuléar, chez qui Ravelo Naina avait été employé dans les années 1930-1931. Et Ravelo Naina, à cette époque, avait confessé à Monsieur Gay qu'ancien membre de la VVS, déjà compromis dans l'affaire de 1915, il avait décidé, pour ne plus être l'objet de tracasseries, de se mettre à la disposition de la police. À dire vrai, cette précision figurait dans le dossier. Et c'est ce qui fut opposé à Monsieur Gay pour lui signifier qu'il n'apportait pas un élément inédit. L'élément n'était peut-être pas inédit, en effet, pour les initiés, mais tout permet de supposer qu'il serait resté ignoré du public sans la déposition de Monsieur Gay. Celui-ci avait ajouté une autre précision. En 1946, il avait revu Ravelo Naina, à Tuléar, dans une réunion où il ne se réclamait nullement dans ses propos comme un soutien de Razeta, mais au contraire, pourfendait ce dernier et le dénonçait comme traître pour s'être rallié aux théories de l'Union française. Ravelo Naina avait même pris soin d'expliquer son attitude à Monsieur Gay en ces termes. « Nos députés se sont fait envoûter. Ils parlent d'indépendance dans l'Union française, mais nous n'en voulons pas. Nous exigeons l'indépendance totale. Nous passerons par-dessus eux, nous les mettrons devant le fait accompli. » De telles réflexions apportaient incontestablement de l'eau au moulin des parlementaires du MDRM et donnaient à leur position un crédit nouveau. La position qu'ils avaient adoptée ne leur permettait pas d'exploiter ce filon favorable. Il faut aussi relever tout de suite qu'au procès de Ravelo Naina, qui se déroula ultérieurement, de nombreuses variantes apparurent par rapport aux déclarations faites devant la cour criminelle contre le MDRM.
on devait épuiser une partie des éléments propres à soutenir une requête en révision qui ne fut pas accueillie. Est-ce à dire que la cour criminelle ne disposait pas de présomption pour retenir des culpabilités? Assurément pas. Il en était dans cette affaire comme il en est bien souvent dans les affaires où les accusés nient. L'instruction, le dossier réunissent une masse d'éléments. Lorsqu'on prend le soin de les isoler les uns des autres, tous apparaissent vulnérables et peuvent se combattre, parfois même se détruire. Mais souvent la masse demeure et s'impose alors à la conviction des juges. Ceux-ci auraient admis à la rigueur que telle charge soit insuffisante ou fragile, mais ils n'y renonceront pas, car ils auront trouvé dans d'autres de quoi la fortifier. Il semble bien qu'en l'occurrence, c'est ce qui se soit produit. Ainsi, tant dans la plaidoirie de la partie civile que dans le réquisitoire, une large place fut faite aux déclarations publiques et aux écrits des accusés par lesquels ceux-ci apparaissaient en partisans irréductibles de l'indépendance de Madagascar, et en des termes tels qu'on ne pouvait pas douter des moyens qu'ils étaient prêts à employer pour atteindre leur objectif. Les preuves matérielles venaient sans doute ensuite, et pour la plupart, de déclarations de co-accusés ou d'autres rebelles qui n'avaient pas lésiné sur les détails dans lesquels l'accusation put à son aise puiser sa provende. Il ne pouvait pas être nié que ces précisions avaient été obtenues par la torture et rétractées ensuite. Mais dans le nombre, il en demeurait malgré tout certaines qui avaient été maintenues, ce qui permettait d'utiliser aussi les autres. Cela revenait en quelque sorte à dire « torture peut-être, mais sous la torture on peut aussi livrer la vérité ». Le raisonnement n'est pas tout à fait nouveau.